Alors qu'il y a tout au début de la psychose. Alors Il y au a cet début, état oui, je sais bien que d'une... c'est Ah compliqué. oui, Alors hein. au début de la psychose, il peut y avoir des états effectivement qui ressemblent à un état mystique. Mais attention, à aucun moment elle ne dit que c'est une fusion sujet-objet, hein. C'est plutôt un état de joie, euh, ouais, ce qu'on euh, Alors, euh, tu sais que... période d'extase, oui. Ouais. Extase avant que le sujet soit envahi par l'angoisse. Mais c'est une extase, mais c'est peut-être pas une extase comme ce dont on vient de parler. Je sais pas d'ailleurs. Oui, ça demanderait à être un peu approfondi. Parce que Ouais. pour avoir reçu des personnes ici alors, dont on dit qu'elles sont éveillées, ce qui est intéressant Ah de... bah il fallait me présenter, j'adore ça, moi, les gens éveillés. Je leur fais passer des examens, des Alors, grilles de alors, lecture. et Arnaud Desjardins, bon, par Ah, exemple, hein, c'est Arnaud, pour oui. Mm, peut-être un des plus célèbres mm, français. mm. Ce qui est intéressant, c'est que n'est euh, l'ego n'est pas Bah non, éradiqué. bah non, L'ego est toujours présent. bah heureusement. Ah oui, donc l'individualité en tant que telle, elle est encore présente, même s'il y a cette notion d'unification au tout. Bah oui, tu lui marches sur le pied, tu vois. S'il est Voilà. éveillé, s'il est éveillé, il dit rien. Ça, c'est un test. Ben, alors, non mais tout ça pour dire que oui, il y a cette notion finalement d'avoir le petit moi, si je puis dire, Ouais. qui a conscience d'être, avec l'ego, Mm. avec cette notion plus vaste du soi. Ouais. D'accord? Alors, finalement, par rapport à ce qu'il vient de dire, ou de ce qui est marqué dans cet article, est-ce qu'on pourrait peut-être considérer que quelqu'un qui rentre en psychose, c'est quelqu'un qui a une expérience mystique effectivement à la base, mais dont l'ampleur de cette unification est tellement vaste que l'ego, qui lui n'est pas dissous, mais pour se raccrocher quelque part, a besoin de créer une certaine forme de sécurité, si on peut dire Non, ça mais comme ça. c'est très intelligent. Je sais pas comment tu fais pour dire des choses comme ça, mais oui. Là, je suis en train d'y réfléchir. Justement, ça pourrait expliquer le moment d'extase précédent la psychose. Il se pourrait que l'esprit rentre vraiment dans quelque chose qui n'est plus contrôlé par le moi et que le moi commence à prendre très peur et finisse par reconstruire un univers délirant pour pallier. Ouais. À, Non, on pourrait. à cette Je vastitude. ne l'ai pas vu écrit nulle part, mais c'est pas idiot du tout, hein, vraiment. Ça reste à fouiller. Alors, je termine sur les états Vas-y, vas-y. psychotiques. Donc, alors, je recommande. Lors d'une psychose, une structure altérée de l'ego subsiste, c'est-à-dire la personne a encore un moi, quoi, faussé, c'est-à-dire un moi faussé, bah, il se prend pour ce qui n'est pas, hein, voilà, ainsi que la séparation sujet-objet. Il sait qu'il est lui et il sait que le reste, c'est le reste, hein. Bon. Il est moins aisé de garder sa concentration que lors d'une expérience mystique. C'est-à-dire la personne ouais, elle est pas vraiment dans ce qui se passe, elle rentre, elle sort, elle est pas concentrée. Alors que dans l'état mystique, on voit bien d'ailleurs que les gens qui sont en état de méditation profonde sont extrêmement concentrés justement. Et il est plus difficile de garder son équanimité parce que surgissent l'angoisse, la confusion et l'émotivité dans l'état psychotique. Ah, c'est Alors que ça. dans Ouais. l'état mystique, pas du tout. Donc là, on pourrait différencier les états psychotiques et mystiques avec ces trois niveaux qui sont intéressants, hein. C'est-à-dire une structure altérée de l'ego subsiste, la séparation sujet-objet persiste, et il est moins aisé de garder sa concentration que lors d'une expérience mystique, et il est plus difficile de garder son équanimité parce que surgissent l'angoisse, la confusion et l'émotivité. Alors, la personne qui a écrit ça termine en disant, de mon point de vue, bon, ces différences séparatives n'existent pas. Elle pense que... Tu vois, Intéressant, c'est bien intéressant. compliqué, Ouais. hein. Caroline Brett analyse la même maladie dans les deux phases distinctes de la psychose, l'avant et l'après. L'avant, l'état schizophrénique de fragilité génétique nommé vulnérabilité, où le prémalade fonctionne déjà dans l'irréalité depuis de nombreuses années avec sa sensibilité aux perceptions bien existantes. On en a parlé. Alors on voit quand même que c'est 4% de la population, hein, l'état pré-psychotique, hein. 4%, hein. C'est pas On rien quand s'en même. rend Hein. pas compte, hein. Mhm. L'après, l'état dans la maladie de souffrance, après passage en décompensation nommé stress, alors c'est pas le même stress, hein, qu'on utilise d'habitude, où la désorganisation du cerveau prend toute son ampleur. 1% de la population, hein. C'est beaucoup, hein. Je savais pas, hein. C'est un chiffre qui m'étonne.
Il faudrait que je regarde si c'est pas un article canadien. Oui, Parce peut-être. que 1% de la population, ça me semble énorme. On est quoi? On est 60 millions. Donc ça ferait 600 000. Ah ouais, quoi. Il y aurait 600 000 schizophrènes en France? Possible, hein. Hmm. Ça reste à voir. Alors, la question, moi, qui m'en vient, c'est... alors déjà, tu parlais de, pour le cas des psychotiques, la non-attention au corps. Or, puisqu'on parlait de l'Inde, où ce genre de choses et tout ce qui a trait à l'éveil est communément admis, certains donc êtres éveillés en viennent à s'enfermer dans des grottes, dans le désert ou que sais-je, où le corps pour le coup n'a que très peu d'importance. D'ailleurs, le jeune Little Buddha dont on parle Oui. à l'heure actuelle, ce dernier est resté je ne sais pas combien de temps sous un arbre, sans manger, sans boire, sans se laver, rien du tout. Donc le rapport au corps là aussi est totalement mis de côté. Est-ce pour autant qu'on le définit comme étant un psychotique? En tout cas, c'est un Ah des ben, traits de caractère non, qui est mais noté dans cet c'est article. aussi intéressant parce que ça explique aussi la difficulté que peuvent avoir les médecins ou les scientifiques à faire la différence entre un état mystique profond et un état psychotique. Mais je dirais que dans le cas dont tu parles, et je vois très bien à quoi tu fais allusion, donc ces gens qui restent dans des cavernes pendant 3 ans, ou même des fois beaucoup Par plus exemple, ouais. longtemps, hein, oui. Il n'y a pas vraiment une négligence complète, hein. C'est-à-dire, on va réduire les besoins du corps au strict minimum, justement pour peut-être permettre un changement de conscience, un état modifié de conscience. Plus Bon, profond. mais je n'ai jamais vu une négligence complète, c'est-à-dire, je crois que la personne quand même va s'occuper un minimum du corps. Euh, je suis en train de réfléchir par rapport à tout ce que j'ai lu ou j'ai vu au niveau des films. C'est vrai que certains yogis aux Indes, par exemple, sont Oui, couverts de totalement. poussière complètement. Ouais. Totalement. Ouais. Ouais, je sais pas. Effectivement, on pourrait se demander si certains yogis, pas les sages ni les maîtres, mais si certains yogis hindous ne sont pas tout simplement des schizophrènes. Effectivement, hein. Alors, Ça c'est effectivement là, si c'est peut-être pas ça que tu voulais dire, j'allais mais justement te poser la question suivante. ouais. Alors, admettons que Jésus-Christ était un homme qui a existé, mais finalement, Jésus-Christ ou tout être dit éveillé, est-ce qu'il n'est pas schizophrène? Parce que la vision du monde ou de notre réalité est tout autre. Donc, dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont construits, entre guillemets, vu cette... Ben, il n'y avait aucune désorganisation de la pensée chez Jésus-Christ. En fonction de ce que j'en ai lu, il était très cohérent dans ses actions, ses paroles l'étaient aussi. Et c'est pas parce qu'il avait des moments d'extase mystique ou qu'il était connecté à Dieu qu'il faisait n'importe quoi, le seul moment où dans la Bible il est vraiment angoissé, c'est quand même quand il est sur la croix et qu'il a deux clous ou trois dans le corps et qui commence à douter. Et c'est le moment où il est angoissé. Mais il n'a pas cette angoisse quotidienne et cette désorganisation psychique qu'ont les schizophrènes. Donc Jésus-Christ, non, je crois vraiment pas. Alors là, vraiment, si tant est qu'il ait existé, parce qu'il y a des textes qui remettent son Mais en existence tout en cas, cause. Mais leur conception, alors sans pour autant parler de Jésus-Christ, la conception de ceux que l'on dit être éveillés, leur conception du monde et des lois qui peut-être régissent notre univers est spécifique à, j'allais dire, leur croyance, leur état d'éveil. leur état de, oui, de conscience. Oui, mais Et c- encore une fois, ils entretiennent avec l'autre un rapport apaisé. Ils n'ont pas un moi bousculé, si j'ose dire. Ils ne sont pas sujets à l'angoisse et à la fébrilité. Tout ce qui, dans l'article qu'on a lu, semble caractériser la psychose par rapport aux états mystiques. Non, ce sont des gens qui sont la plupart du temps cohérents, hein. Même dans leur vision, si j'ose dire, hein. Mais il n'y a pas. Je crois que ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que dans la plupart des cas de psychose, il y a une désorganisation psychique et une désorganisation physique, en fait, qui apparaît. La personne est sujet aux crises d'angoisse, elle se remet en cause, elle remet l'autre en. C'est pas du tout la même chose, hein, quand même. Alors, j'aimerais te faire part, ainsi qu'aux auditeurs, d'un article. Ça dure, il y a 2 pages. Donc, je vais me permettre de les lire parce qu'elles sont très instructives. Alors, c'est tiré de Libération, Next, formule enrichie, numéro 32, avec Lulu Gainsbourg en couverture.
Alors, il s'agit du témoignage, et d'ailleurs tu as le nom de cette femme, qui s'appelle Corinne. Tu l'as dans comment elle s'appelle déjà Corinne Sombrin, voilà. Le magazine de l'INRES. Oui, tout à fait. Oui. Le dernier magazine de Sombrin, l'INRES, oui, Corinne Sombrin. Alors, qui est chamane. Oui. alors, à la base, elle est pianiste et reporter. Corinne Sombrin découvre lors d'un voyage en Mongolie qu'elle transe, entre guillemets, comme une chamane. Ses capacités mentales hors du commun sont depuis analysées par les plus grands laboratoires du monde. En exclusivité, récit d'une psychonaute qui explore les confins du cerveau. 48 électrodes sur la tête. Des rideaux noirs ferment la pièce, aucune lumière ne doit y pénétrer. Au centre, un fauteuil vert bouteille où je vais devoir m'asseoir, mais 48 électrodes sur la tête. Tout allumé, lumière verte quand elles sont bien connectées au scalp. Rouge s'il y a erreur. Un vrai sapin de Noël, cette saison. Nous sommes en décembre. L'Alberta Hospital est sous la neige. Il fait moins 20 degrés dehors et les poils de mon nez ont gelé ce matin, provoquant de petits craquements à chaque inspiration. Ça m'a fait sourire. J'en avais besoin pour combattre le trac. Le plus grand hôpital psychiatrique de l'État d'Alberta au Canada m'ouvre les portes de son centre de recherche sur le cerveau. Le CDRC, Clinical Diagnostic and Research Center, est dirigé par le professeur Flore Henry, également chef du service de psychiatrie adulte et directeur des admissions. Je dois prouver que je ne suis pas folle. Prouver surtout qu'une transe chamanique n'est rien d'autre qu'une capacité encore méconnue du cerveau. 10 ans de démarche pour en arriver là. 10 ans que ma vie a été retournée, déconstruite, réinventée comme par le souffle d'une explosion. Explosion. Les Anglais disent blast. C'est chez eux, à Londres, que tout a commencé. Une productrice de BBC World Service m'avait lancé en l'an 2000 Mongolian Mysteries. Ce serait un bon nom pour ton reportage, qu'en penses-tu ? J'avais crié de joie dans le couloir de la Bib. Partir à la découverte des chamans de Mongolie, de leurs secrets de guérison, de leurs mystères m'avait semblé la plus prometteuse des aventures. Une façon de réparer tout ce qui était mort en moi. Toi, l'amour emporté par un cancer quelques mois plus tôt. Et le secret espoir, qui sait, de te retrouver dans le monde des esprits que ces chamans affirmaient avoir la faculté de visiter. Pour ne pas te perdre, j'avais même mangé une partie de tes cendres. C'est vraiment infect les cendres humaines, un goût d'œuf pourri. L'avion m'a laissé sur le tarmac du Genghis Khan International Airport, Ulaanbaatar à mes pieds. J'en avais tant rêvé de cette ville du bout du monde, à presque 8000 km de Paris. Mais quelle laideur! Une architecture stalinienne, néoclassique, des blocs d'immeubles, des crépis et des bidonvilles de yourtes qui enserrent la cité comme autant de champignons vénéneux. 1 400 000 âmes, la moitié de la population du pays, vivent ainsi, bien rangées dans leurs petites cases. Et puis, il y a la steppe, à perte de vue. Nara, une amie mongole rencontrée à Paris, m'accompagne. Il nous faut 52 heures d'une piste chaotique dans une ancienne ambulance de l'armée rouge reconvertie en minibus archibondé pour rejoindre le nord de la Mongolie. À la frontière de la Sibérie, enfin, voilà le chaman Balgir. Un petit homme trapu qui porte moustache et bouc, yeux coquins et des rides qui remontent sur sa figure aussi vite que des stores vénitiens quand il rit uniquement. Mes oreilles boivent, avalent le son du tambour. Les 3 premières étoiles viennent de s'allumer dans le ciel mongol. Le signe. La cérémonie peut commencer. Muni de son battoir enveloppé de peau de chevreuil, Balgir donne un premier coup sur son tambour. 1 mètre de diamètre, 15 cm d'épaisseur et une peau de cerf de 3 ans tendue sur l'armature en bois de mélèze. L'instrument permet aux chamans d'accéder à la transe, un état qui leur procure des visions lors desquelles les esprits, entre guillemets, leur parlent et répondent, disent-ils, aux questions posées par les personnes venues les consulter. Je suis sceptique, mais je reste à ma place. Celle d'enregistrer la cérémonie pour la BBC. Le second coup de tambour est profond, immense. J'ai l'impression d'une déchirure dans mon cerveau, suivie d'une vibration qui se propage dans mon corps. Bizarre. Mes oreilles boivent, avalent le son du tambour qui bat comme le cœur de la terre. Je commence à battre aussi. Des bras, des coudes. Mon corps se met à sauter. Je n'ai pourtant pas avalé de drogue, juste le son du tambour. Mes doigts deviennent des griffes. Je perds le contrôle. Mes yeux se ferment, mes babines se retroussent. Je renifle comme un loup. Je suis un loup.
Et je plonge la tête dans le tambour. J'attrape la main de Balguir qui tient le battoir. Je frappe sur le tambour. Il y a une porte, là, derrière le son. La porte de l'autre dimension ? Balguir chante. Je connais sa prière, je sais la chanter. Elle m'emporte dans le son, vers la porte que je m'apprête à franchir. Mais je sens un grand coup dans l'estomac. Je ne sens pas la douleur. Je ris aux éclats. « Corinne, reviens, ouvre les yeux, maintenant ça suffit !» dit Nahara. Je refuse. Pourquoi revenir puisque je vole ? Je retrouve à nouveau les babines. « Corinne, non !» J'ouvre enfin les yeux. Nahara semble inquiète. J'entends encore le chant de Balguir. Je ressens encore le besoin de frapper sur le tambour, lui donner cette énergie qui circule en moi, si puissante, impossible à retenir. On me secoue. Je respire. Nahara et sa voisine me frottent les avant-bras et les mains. Les autres sont bizarrement sages. Balguir boit du thé. Je réalise enfin ce qui vient de se passer. Pourquoi le son du tambour m'a-t-il mise dans cet état ? Les autres ont-ils réagi comme moi ? Non, dit Nahara. J'étais la seule en transe avec le chaman. Balguir et Nahara se mettent à parler en mongol. Longtemps. Toutes les têtes sont tournées vers moi, vers lui, encore vers moi. Je remonte mes manches, tâte mes avant-bras, rougis comme si un rouleau compresseur m'était passé sur le corps. Balguir m'invite à m'asseoir près de lui. Le silence qui nous entoure annonce quelque chose d'important. Les phrases sortent de sa bouche, traduites par Nahara. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais chaman ?» Je suis pétrifié. Balguir continue. « Ta réaction au son du tambour montre que tu es chaman, désigné par les esprits. Ils m'ont dit que tu étais la descendante d'une grande chamane. Si tu trouves un maître assez expérimenté, tu deviendras une chamane très puissante. Cela nécessite, je le comprends vite, de passer 3 ans là-bas, au fin fond de la Mongolie. Je refuse. « Tu fais ce que tu veux, dit Balguir, mais si tu n'acceptes pas le destin que les esprits ont choisi pour toi, les épreuves que tu as dû traverser jusqu'à présent, t'apparaîtront comme une douceur à côté de l'enfer qu'ils vont te faire vivre. » Après quelques jours de réflexion, la peur l'emporte sur mon scepticisme. Je cède à la menace. Tout juste ai-je réussi à négocier une formation alternée, 3 mois par an en Mongolie. Et me voilà à la frontière du mot qui me faisait le plus frissonner au monde, Sibérie. Le goulag pour une Parisienne accro à son iPhone. Enketuya, chaman de l'ethnie des Tsatans, a été chargé de me former, entre guillemets. Dans la promiscuité d'un tipi, à l'intérieur duquel l'intimité est aussi absente que mon piano, je dois vivre sans eau ni électricité, apprendre à traire des rennes et des yaks. On me fabrique un costume, un tambour, et Enketuya m'enseigne les rituels. Elle m'entraîne à voyager dans la transe, à en accepter les effets, les visions, à me familiariser avec le fait de me transformer en loup. Il m'a fallu 8 ans pour gagner le titre de Udgan, le terme mongol désignant les femmes ayant reçu le don, entre guillemets, puis la formation aux traditions chamaniques. Je ne saisissais toujours pas ce que pouvait bien représenter le concept de monde des esprits, ni n'avais la preuve que ces techniques aient la moindre effet de guérison, mais une chose était certaine. Pendant la transe, j'avais plus de force que dans un état normal. Je ressentais beaucoup moins la douleur. Je vivais un phénomène de dépersonnalisation en me transformant entre guillemets en loup. Je perdais la notion d'espace et de temps. Mes sens s'ouvraient à une autre perception de la réalité. Je voyais, entre guillemets, les yeux fermés, des animaux, des personnages, des représentations géométriques. Mes mains pouvaient toucher, entre guillemets, l'air, sentir des formes en lui. J'entendais des chants que je ne connaissais pas. Je me mettais à les chanter. Je sentais autre chose que des odeurs. Comme si, soudain, mes sens, mon cerveau, s'ouvraient à des capacités inconnues, plus subtiles, à une sorte d'hyper-intelligence perceptive qui me permettait d'appréhender la réalité différemment, de révéler en moi ce que je ne savais pas que je savais. Et si mon cerveau le pouvait, le cerveau de chacun d'entre nous le pouvait. Il restait à confronter cette pratique ancestrale à l'hyper-technologie des laboratoires de recherche occidentaux. Trouver des neuroscientifiques avec lesquels je pourrais démontrer les effets de la transe sur le cerveau. Scepticisme, ironie, condescendance, compassion, voilà les principales réactions que la narration de mon aventure mongole a provoquées, accompagnée d'une liste des meilleures consultations de psychiatrie de la capitale. Après 3 ans de suspicion, quelqu'un m'a enfin écouté. Le docteur Pierre Etvenon, pionnier en France de l'électroencéphalographie quantitative sur l'ordinateur, il avait notamment pressenti dès les années 70 que la méditation pouvait modifier le comportement du cerveau, une théorie que l'évolution des techniques d'imagerie cérébrale a confirmée bien longtemps après. Pour cet ancien directeur de recherche de l'INSERM, docteur S. Sciences,
chercheur à Princeton et auteur de nombreuses publications et ouvrages, les états modifiés de conscience, ainsi qu'on appelle, dans le monde scientifique, les trans provoquées sans substance hallucinogène ni atteinte pathologique, étaient un phénomène digne d'intérêt. Il a accepté que je lui fasse une démonstration concluante. Il m'a proposé de me mettre en contact avec des neuroscientifiques de sa connaissance. Sans doute hors de France. Étais-je prête à me déplacer à l'étranger ? Même sur la Lune, lui ai-je dit. Restait un petit détail. Pas question de faire entrer un tambour au sein d'un laboratoire de recherche. Dans ce sein des saints, il aurait été aussi bienvenu qu'un éléphant dans un jeu d'électrodes. Je devais donc arriver à accéder à la transe toute seule. Et aussi, apprendre à la maîtriser suffisamment pour en contrôler les mouvements, qui se traduisaient sur les tracés d'électroencéphalogramme par des artefacts musculaires. Ainsi, le tracé de l'EEG, l'encéphalogramme, n'était pas le reflet de l'activité du cerveau, mais celui de mes muscles en mouvement. Accéder au statut de sujet d'étude en neurosciences s'annonçait aussi périlleux et ardu que d'être reconnu comme Hudgan. Pendant des mois, je me suis entraîné, assise par terre, les fesses sur mes pieds, concentré pour arriver à reproduire les effets psychologiques que le son du tambour provoquait en moi. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est les effets physiologiques que le son du tambour provoquait en moi. Un jour, enfin, la transe est arrivée. Peu à peu, j'ai pu la reproduire autant que je le voulais. N'importe où, n'importe quand. J'ai été déclaré apte, entre guillemets, officiellement tamponné, souris de laboratoire. Quelques mois plus tard, Pierre Etvenon m'annonçait la bonne nouvelle. Au Canada, le professeur Florent Henry m'ouvrait son laboratoire de recherche. La première étape serait d'essayer de découvrir les mécanismes physiologiques liés à cet état de conscience volontairement modifié et son influence sur le fonctionnement des hémisphères cérébraux. 2 mois plus tard, je partais pour Edmonton. Building 3. Le CDRC est une forteresse. On y fait les évaluations psychiatriques des grands criminels pour déterminer leur part de responsabilité au moment du passage à l'acte. Je franchis tous les portiques de sécurité, affronte le regard suspicieux des gros bras qui en contrôlent l'accès. Vais-je, moi aussi, être reconnu comme responsable de mes actes ou déclaré officiellement folle ? Pour un serial killer, la seconde option semble la meilleure. Personnellement, je préfère la première. Dans la salle de conférence de l'hôpital, une vingtaine de psychiatres et neuropsychiatres entourent le professeur Florent Henry. La veille, je leur ai raconté mon aventure au pédillac. Ils attendent désormais une démonstration. À genoux, sur le sol en linoléum de la pièce, j'entre en transe. Hurlements de loup. Sons, chants, gestes, cela sort tout seul. Quand la transe s'arrête, leur mine me fait penser que la camisole m'attend, là, juste derrière la porte de cette salle. Après un très long silence, l'un d'eux se lance enfin. Cela pourrait ressembler à un syndrome de personnalité multiple, non ? Un autre. Ou à une encéphalite limbique ? Un autre. Il s'agit certainement d'une modification de l'activité du système limbique projetée en cortical. Je les regarde. Est-ce grave ? Ils me tendent leur carte de visite en hochant du chef. Très surprenant, vraiment. Ils veulent connaître la suite de l'histoire. Et moi donc. Le programme des réjouissances est établi. Comparer les enregistrements de mon cerveau à ceux de personnes saines, mais aussi à ceux de patients atteints de schizophrénie, déjà maniaques et d'état dépressif. Des groupes contrôle, comme ils disent. J'espère que je ne vais pas le perdre, le contrôle. J'ai déjà dû répondre à des tonnes de questionnaires. Quick Diagnostic Interview Gestul, Basic Personality Inventory, NSAC Personality Inventory. Ils ont testé mon système autonome sympathique. Inutile de me demander de quoi il s'agit. J'ai été couverte de capteurs sur la poitrine, le visage, au bout des doigts, rythme cardiaque, respiration, transpiration. Ils ont fait un EEG de mon cerveau en état normal, yeux ouverts, yeux fermés. Je dois transer maintenant. Dans le haut-parleur, j'entends la voix de Cindy, la technicienne. « C'est quand vous voulez !» Je ferme les yeux. J'ai peur. Pour la première fois reliée à un ordinateur, la souris va-t-elle, sans tambour, sans bouger, réussir à se transformer en loup ? Suspense. Eh bien oui. 6 mois plus tard, Pierre-Florent Henry me fait part des premiers résultats. Les évaluations ont montré que je ne souffrais d'aucune pathologie. J'en suis ravi. Il a également comparé mes EEG d'état normal à ceux d'état de transe, qui montrent que cette forme d'état modifié de conscience, volontairement induit, change effectivement les circuits du fonctionnement cérébral avec une probable inversion de la latéralisation des hémisphères droite-gauche, et avec des tracés comparables aux personnes souffrant de schizophrénie, d'état maniaque et d'état dépressif. C'est un séisme dans l'état de nos connaissances. Comment un cerveau ne souffrant d'aucune de ces pathologies,
schizophrénie, maniaque ou dépressive, peut-il, par le biais de la transe, se mettre dans des conditions équivalentes à ces états-là pathologiques, puis en revenir par la simple volonté, sans en garder la moindre séquelle? Y aurait-il là des pistes pour le traitement de ces maladies? La recherche sur la douleur? La dépression? Aucune étude ne permet encore de l'affirmer. Mais des psychiatres, dont le docteur Serge Tribolet, également philosophe, commencent à proposer une interprétation plus large de ces phénomènes, dont certains sont encore qualifiés, à tort selon lui, de folie. Dans la philosophie grecque, écrit-il, l'expérience hallucinatoire n'est pas considérée comme l'aspect négatif d'une perception, ni une tare, ni même un symptôme. Elle est une capacité à recevoir, à saisir l'être des choses. Et d'ajouter, quant à la schizophrénie, que le délire n'y est pas le signe d'un déclin, mais l'expression d'un savoir qui échappe au plus grand nombre. Un savoir dont la lecture ne se fait pas selon les modalités habituelles d'interprétation du monde. D'autres enregistrements ont été faits sur mon cerveau, cette fois avec 68 électrodes. Ils sont en cours d'analyse. En mai 2011, une série d'IRM va les compléter. Ces résultats constitueront une base de données qui ouvriront sur d'autres protocoles de recherche. Dans le fauteuil vert, on pose un casque sur mes oreilles. J'entends un bip, j'enfonce un bouton. Parfois, je préférais de la musique. HS2HS, le remix de Wear Paint, Ces filles de Los Angeles, ou Walk on the Wild Side, ton titre culte. C'est drôle, non? Je ne savais pas alors que pour toi, pour ne pas te perdre, j'irais marcher sur cette face encore sauvage de mon cerveau. Mon t-shirt blanc, ceinturé d'électronique, ne ressemble pas vraiment à la combinaison d'une spationaute, m'a dit l'un des chercheurs. Je tiens plutôt de la psychonaute. Et l'aventure dans la terra incognita de mon cerveau, de nos cerveaux, ne fait que commencer. Voilà donc, et celle qui a écrit cet article, je le rappelle, Corinne Sombrin, donc, qui à la base est pianiste et reporter, paru dans le dernier Libération Next, numéro 32, et qui est dans le dernier de E, qui est paru ce mois-ci, là, il y a quelques jours. Enfin, c'est pas le même article, mais non, ça parle de la même Corinne personne. Sombrin, oui. Ouais. Ça illustrait très très bien notre conversation préalable sur les états psychotiques et les états mystiques. Elle en parle. J'ai retrouvé vraiment toute notre conversation. Donc très intéressant. Ce qui m'a amusé aussi, c'est les premiers diagnostics des psychiatres. Mais bon, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ils essayent toujours, au départ, comme tous les scientifiques, de ramener en terre connue. Et puis quand ils s'aperçoivent que... Et là, ils sont d'une grande ouverture, puisque visiblement, ils ont collaboré très bien avec elle. Alors, je rappelle quand même cette phrase, moi, qui m'a marqué énormément, donc qui est du psychiatre et philosophe Serge Triboulet. Oui. Alors, je le rappelle, hein. Dans la philosophie grecque, écrit-il, l'expérience hallucinatoire n'est pas considérée comme l'aspect négatif d'une perception, ni une tare, ni même un symptôme. Bon, ça, c'est une chose. Elle est une capacité à recevoir, à saisir l'être des choses, et d'ajouter, quant à la schizophrénie, que le délire n'y est pas le signe d'un déclin, mais l'expression d'un savoir qui échappe au plus grand nombre, un savoir dont la lecture ne se fait pas selon les modalités habituelles d'interprétation du monde. C'est pour ça la question, finalement, si ceux que l'on dit être éveillés, on parlait de Jésus-Christ, sont-ils des grands schizophrènes? Apparemment, de ce philosophe psychiatre, leur compréhension du monde nous échappe. Oui, alors ça, c'est l'aspect un peu romantique, je dirais. J'ai tendance à voir la chose d'une façon un peu plus pragmatique. C'est que malheureusement, et je dis bien malheureusement, la schizophrénie provoque une grande souffrance chez la personne qui en est atteinte. Et je ne crois pas qu'on puisse parler d'un savoir ou de l'expression d'un langage qu'on n'a pas encore décodé, peut-être par certains moments. Je me souviendrai toujours, c'est quelque chose que j'avais déjà relaté au micro, mais il y a longtemps ici, quand j'ai fait mes stages pour le DESS de psychologie clinique, j'avais des stages à Sainte-Anne. Et je me rappelle, j'étais plus jeune à l'époque, même beaucoup plus jeune, donc sans doute plus impressionnable. Et j'avais été extrêmement impressionné parce que le premier jour où j'étais arrivé dans l'aile, justement, où il y avait des schizophrènes et où j'allais apprendre avec un professeur qui me prenait sous son aile et qui allait me former, au moment où je traversais le jardin, il y a visiblement un patient qui est venu vers moi, qui m'a regardé longuement, et c'était assez étonnant, et d'un seul coup il m'a dit « Bienvenue Daniel ».
Je n'ai jamais su comment il avait... alors, je m'étais renseigné par la suite donc au secrétariat, même auprès du professeur, en lui disant, mais est-ce que vous aviez annoncé mon arrivée? Est-ce que mon nom était écrit quelque chose? Et ils m'ont dit non, absolument pas. Et le professeur a terminé, quand je lui en ai parlé, en faisant un grand sourire un peu malin, en me disant, mais vous savez, ça arrive très fréquemment, puis il est parti. Ah, ça, c'est énorme. Oui, oui, oui. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir tout au long de mes études, et aussi après, quand j'ai commencé à aborder l'hypnose, et puis justement les états de conscience modifiés, on se rend compte que euh, oui, on peut dire quand même que dans certains cas, la folie peut ouvrir vers certaines possibilités parapsychologiques. Ça, je le pense. Et je crois que la plupart des psychiatres intelligents le savent. Mais bon, ils prennent assez de temps pour soulager la douleur des gens qui sont atteints de ces maladies, donc ils n'ont pas le temps d'étudier. Mais je pense qu'il y aurait des études à faire sur la folie, hein, de toute façon. Donc, en fait, si on peut, je vais regarder, on va faire une petite respiration musicale, mais de définir ce qu'est exactement la folie, pardon. Parce que si c'est la peur d'un monde qui nous échappe, ou dont peut-être les repères que l'on avait l'espace d'un instant viennent à exploser radicalement, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable d'encaisser finalement que le monde que l'on croyait être vient de s'écrouler à l'instant? Oui, mais on rejoint effectivement tout ce qui a été écrit. D'ailleurs, dans ce numéro de 2E, il parle beaucoup de physique quantique et sur la perception du réel. Mais là, on va rentrer dans une autre émission qu'on pourrait faire. Alors, est-ce que, pour des raisons X ou Y qu'il faudrait définir, les gens qui sont appelés fous sont finalement des gens qui sont en rapport avec une structure différente, mais que cette structure ébranle tellement qu'ils deviennent malades? Ou est-ce que c'est leur maladie qui les met en contact par moment avec une structure différente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut quand même retenir pour ne pas dire d'imbécilité à cette antenne, ce qui n'est pas notre cas ce soir, mon cher Laurent, c'est qu'il y a quand même une grande souffrance chez les psychotiques. Et je travaille très rarement parce que l'hypnose sur la psychose, faut quand même pas rêver. Mais là, depuis quelque temps, je travaille avec un psychotique qui va beaucoup mieux d'ailleurs, et que l'hypnose semble vraiment aider beaucoup. Et je me rends compte, bon là il va mieux, mais quand il est venu me voir, c'est un homme qui souffrait énormément. Un homme jeune, plutôt beau, plutôt bien fait de sa personne, très sportif, avec une souffrance profonde. Alors c'était quoi Donc, enfin, si sans pour autant bah, je pense qu'il est maniaco-dépressif en fait, c'est-à-dire qu'il a cette alternance de ce qu'on appelle bipolaire, c'est-à-dire il est à la fois peut être très excité et très délirant par moment, et puis retomber dans une dépression. Mais dans les deux cas, il y a souffrance. Donc on ne peut pas parler de la folie comme ça sur un ton banal. Lorsqu'on fréquente les gens qui sont atteints de ces maladies, on se rend compte, et les psychiatres le savent bien, combien ces gens-là souffrent. C'est pour ça d'ailleurs que le psychiatre va très vite pour enfin sauf dans certains cas, mais la plupart du temps, il administre tout de suite des psychotropes et des neuroleptiques pour calmer l'angoisse et la souffrance très forte, parce que souvent ces gens ils sont dans une sorte de délire de dissociation, de division, ils ont l'impression qu'ils vont exploser. Donc il ne faut pas traiter ces sujets à la légère, parce qu'il y a une grande souffrance derrière. Et c'est pas parce que ces gens-là n'ont pas un organe physique atteint qu'ils ne souffrent pas. Ils ont une partie de leur intégrité qui est atteinte. Alors maintenant, qu'ils soient en contact de par leur structure particulière avec des mondes autres ou des possibilités parapsychologiques, moi je le pense aussi. Seulement, avant tout, guérir la souffrance, apaiser. Et après, on verra. Et je dirais que l'état mystique, pour moi, c'est un état qui ne s'accompagne pas de souffrance. Ou peut-être la souffrance de ne pas le revivre. Peut-être la souffrance d'en sortir. Mais ça, c'est autre chose. Le manque. C'est aussi ça la différence. Et dans l'ensemble des articles qu'on a lus ou qu'on a évoqués, c'était pas trop dit, mais il y a une chose très importante, c'est la souffrance psychique qui est toujours présente chez les psychotiques. Voilà, je m'arrête avant que je perde complètement la voix. la possibilité d'intervenir. D'ailleurs, je vais ouvrir le standard, l'occasion donc pour vous de venir poser vos questions à Daniel Goldschmidt, qui, je le rappelle, est hypnothérapeute.
Ce soir, dans le cadre de cette émission, nous abordons les états altérés de conscience, modifiés de conscience, expansion de conscience, savoir finalement ce qui est du domaine de la pathologie ou du domaine peut-être du côté mystique ou spirituel. Finalement, le lien entre les deux, et on le voit à travers aussi bien les articles de ces travaux à l'heure actuelle, eh bien, c'est vraiment borderline, hein, la différence, le lien qui est tissé entre les deux, pathologie ou mysticisme bien vécu, pourrait-on dire, est très très fin. Il ne faut qu'un petit cheveu peut-être pour essayer de définir la différence entre les deux. Vos interventions en direct et vos questions, bien entendu, auprès de Daniel Goldschmidt. Nous accueillons tout de suite Sébastien. Sébastien, bonsoir. 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 Voilà, je voulais vous poser la question concernant l'émission très intéressante sur la psychologie. Toutes les pathologies type ce qui est arrivé il y a quelques années là dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les crimes comme Patrick Henry qui avait tué un enfant mais consciemment de ce qu'il avait fait en tuant un enfant pour une rançon et est-ce que c'est de la perversion ou c'est de la folie et donc ça c'était la première question. À partir du moment que les gens tuent quelqu'un pour de l'argent, est-ce que c'est une forme de folie ou aussi de la perversion? Alors, Sébastien, il faudrait s'entendre sur les mots parce que sinon on va pas y arriver. Votre question est intéressante, je vous remercie. En fait, ce qui se passe, c'est que la perversion, dans le sens psychologique du terme ou psychanalytique du terme, c'est pas ça. La perversion, ça a une connotation sexuelle. C'est Freud qui en parle, hein, le premier dans la littérature, et il parle donc de la perversion comme tout ce qui n'est pas destiné à la procréation dans l'acte sexuel. Voilà la définition même de la perversion. Donc on s'est écarté de cette définition par la suite dans le langage courant et on a appelé perversion tout ce qui nous semblait bizarre, étrange, déviant, etc. Mais au fond, dans la littérature de base, c'est pas ça. C'est par exemple, le baiser est une perversion. Embrasser quelqu'un sur la bouche, c'est une perversion parce que c'est en dehors de la procréation elle-même. Bon, mais ça... Même quand les gens sont amoureux? Oui, mais non, mais ça c'est plutôt amusant, hein, c'est anecdotique, je dirais, mais il faut reconnaître que selon Sigmund Freud, la perversion, c'est tout ce qui... Mais il faut se refaire à l'époque. Hein. À l'époque, les gens, quand ils avaient un rapport sexuel, surtout avec le catholicisme ou le protestantisme, c'était destiné uniquement à la procréation. Donc, oui, c'était de la pudeur, c'était punique. Oui, c'est ça. Mais tout ce qui était en dehors de ça était considéré comme pervers. Donc, bon. Alors évidemment, les temps ont changé et aujourd'hui on appelle pervers tous. Mais enfin, il y a quand même une connotation sexuelle à la perversion. Donc, dans votre question, en fait, ma question, elle était posée de façon puisque en fait, c'était un garçon qui avait fait une bêtise comme quelqu'un qui, parce qu'en fait je crois que le dérapage dans la maladie, elle est souvent avant 30 ans, je crois. Hein. Et en ce qui concerne l'enfant, cet enfant qui avait été, il y a à peu près 35 ans, caché sous un lit pendant une semaine pour de l'argent, en fait, ma question, c'était, comme il l'avait fait de façon, de façon raisonnée, pour de l'argent, est-ce que ça rentre dans quel cadre de maladie, quoi? Oui, alors malheureusement... C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Malheureusement, ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de maladie. D'accord. C'est-à-dire, pour moi, enfin oui, je me souviens de l'affaire Patrick Henry, à moins que les psychiatres aient trouvé qu'il avait quand même une maladie quelconque, mais pour moi, quelqu'un qui fait ce genre de choses, c'est malheureusement logique. Il y a une rationalité complète là-dedans. Je veux de l'argent, donc je séquestre un enfant et je fais monter la rançon, etc. Je ne vois pas où est la maladie mentale, malheureusement, là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors justement, par rapport à la question de Sébastien, moi forcément, je reviens, puisqu'on parlait de perversion, là, sur le côté sexuel, et tout ce qui a trait à la pédophilie, par exemple. Est-ce que là aussi, on peut... Parce que ça, c'est une perversion. Alors, les pédophiles à l'heure actuelle, ou ceux qui ont des
comportements extrêmes d'un point de vue sexuel, sont enfermés dans des prisons, pas forcément, même s'il y a des suivis, hein, j'entends dans ces prisons par des psychiatres, voire des psychologues, hein, mais c'est pas une nécessité ou c'est pas obligatoire, ou il n'y a pas un suivi d'une certaine manière qui leur permettrait d'être dans un cadre psychiatrique. Et ces derniers Parce qu'ils sont reconnus, parce qu'on a reconnu, le psychiatre reconnaît qu'ils étaient en pleine possession de leur conscience au moment des faits. Donc ils échappent à la psychiatrie. Puisque le psychiatre agit, par exemple, moi j'ai un de mes amis qui est psychiatre expert des tribunaux de Paris, il va donner un diagnostic sur quelqu'un qui va passer en jugement, soit il le déclare en pleine possession de sa conscience au moment des faits et il échappe à la psychiatrie, il est considéré comme normal, et donc il est passible des tribunaux, soit il est considéré comme pathologique et à ce moment-là il échappe à la justice. Et à ce moment-là il est placé dans un hôpital psychiatrique. Inutile de vous dire que c'est bien compliqué comme tâche. Donc la pédophilie n'est pas considérée comme une maladie psychiatrique. Non, c'est une perversité, donc ça rentrerait plutôt dans les névroses, en fait, et un pédophile n'est pas considéré aux yeux de la loi comme un psychopathe. Non, non. C'est un danger public quand même. Oui, on est d'accord, hein, Sébastien, c'est un danger public, mais on ne peut pas considérer que le pédophile est fou. D'accord. Et d'ailleurs, c'est le grand problème qu'ont eu les tribunaux, parce qu'à une époque, qui est révolue maintenant, on disait que le pédophile avait une conduite automatique, c'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle une conduite automatique en psychologie, c'est qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait au moment de ce qu'il faisait. Et ça a été rejeté par les tribunaux qui ont considéré que le pédophile savait ce qu'il faisait au moment où il le fait. D'accord. Donc il n'est pas fou. D'un côté, on considère et ma dernière question pour l'idée de la place, est-ce que c'est un faux ou un tox concernant les centres de Poitiers, Montfavet et Sarreguemines, ça serait des établissements où il y aurait carrément des doublements de personnalité, des gens qui se prendraient pour des personnages historiques ou des acteurs de cinéma et notre société serait entre guillemets obligée de les placer parce que ils auraient des doublements de personnalité historiques. Là, on peut appeler ça de la folie. Oui, d'accord. Tout à fait. Mais ça concerne la pédophilie, non. 50 000 moins de 50 000 personnes, j'imagine. J'en sais rien, en fait, les calculs, je crois que c'est plus que ça. Je crois qu'il y a énormément de gens qui sont atteints de psychose. Mais on les met pas tous en hôpitaux psychiatriques parce qu'il n'y aurait pas assez d'hôpitaux psychiatriques. Comme il y a des médicaments très actifs maintenant, on les met sous médicaments, mais ils restent chez eux. Mais ils sont complètement bourrés de médicaments. Il semblerait que Montfavet et Poitiers, c'est des malheureux qui sortent plus. Hein. Mais c'est souvent ce qu'on appelle des psychotiques profonds. Et on peut pas les laisser sortir. C'est pas par rapport à ce qu'ils pourraient faire aux autres, c'est par rapport à ce qu'ils pourraient se faire à eux-mêmes. À eux-mêmes. Oui, le suicide et des choses comme ça. Ouais. Et pour conclure, puisque vous parliez des électrochocs, je croyais que depuis que Artaud et le poète Antonin Artaud avait été... non, ça existe toujours, mais évidemment... Ça n'existait plus, bon. Si, ça existe toujours, et je dirais... C'est affreux, ça. Non, parce que heureusement, ça a été modernisé énormément, et ce sont plus du tout les mêmes systèmes électriques qui... Mais ça existe toujours. Le pauvre Artaud, il est sorti là-dedans, mais c'était beaucoup moins bien dosé que maintenant. Maintenant, c'est des petits mini-courants qui entraînent des petites crises d'épilepsie transitoires, et ça fait du bien, notamment dans les épisodes de ce qu'on appelle une maladie grave dont on n'a pas parlé, qui est la mélancolie, ce qu'on appelait avant la mélancolie, c'est-à-dire les dépressions très lourdes, les électrochocs, mais on n'appelle plus ça comme ça, on appelle ça de la sismothérapie. La sismothérapie est très indiquée, et j'ai vu des gens qui étaient à moitié guéris par ça. Donc, non, ça marche bien, mais c'est plus du tout les chocs électriques tels qu'on les voit dans les films Antonin Artaud et autres. Heureusement. Parce que le pauvre Artaud... il a dévissé, oui, mais attendez, il lui collait 30 ou 40 volts dans le cerveau. Maintenant, c'est des micro-courants, c'est plus du tout pareil. Heureusement. Et je trouve que votre talent est très proche du zen bouddhisme. C'est-à-dire que vous êtes un médecin à la fois très... là, j'ai écouté le début de l'émission, qui est d'un très haut niveau. Donc j'imagine que vous avez fait une quinzaine d'années d'études de médecine, quoi. Non, je suis pas médecin. Je suis psychologue de formation. Je suis pas médecin. Je suis pas docteur. Voilà. Non, quant au bouddhisme, oui, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme. C'est vrai. Je sais pas comment vous l'avez dit. J'ai pratiqué le bouddhisme zen pendant des années. Oui.
En tous les cas, merci Je savais à pas vous que ça se sentait. et bon dimanche. Hein. Au Merci, revoir. vous aussi, Au revoir. Sébastien. Au revoir. Et demain, c'est le week-end, c'est samedi. Ouais. Oui, c'est ça. Nous accueillons Daniel. Daniel, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ah bah, vous devez le savoir si vous écoutez l'émission, Daniel. Non, mais je ne sais pas à qui c'est. Laurent? Oui, qui c'est Laurent. Laurent. Bonsoir, Laurent. Laurent, je suis Daniel. J'ai travaillé à l'Institut métapsychique international avec le docteur Barcollier, ainsi qu'avec Henri Marcotte, qui a écrit un livre qu'il faut absolument lire, parce que je crois que c'est quelque chose qui pourrait nous faire comprendre pas mal de choses, qui est la télesthésie, méthode d'entraînement à la télépathie. Or, nous nous sommes rendus compte que bien souvent, c'est le dérèglement qui arrive à un individu, quel qu'il soit, que ce soit une crise de schizophrénie, c'est qu'il y a un décalage temporel. Par des exercices que nous avions mis au point, nous créerions de nouveau cette connexion temporelle et la schizophrénie disparaissait. Et je peux vous en parler parce que je suis actuellement avec une femme qui est schizophrène et je peux vous dire que les progrès qu'elle fait, c'est miraculeux. Oui. Voilà. Alors, vous n'êtes pas... J'ai déjà Parce que entendu... Nous vivons avec très peu de fonctions de notre cerveau, c'est 30%, je crois, nos facultés cérébrales. En même temps. Quels sont ces 70% qui sont dans l'ombre? Oui. Alors, écoutez, c'est pas la première fois que j'entends parler de de décalage temporel en ce qui concerne les bien sûr psychoses. que si. C'est pas la première fois. Hein. Oui, mais J'ai c'est- déjà c'est- lu des choses là-dessus. Ça c'est me le semble problème. intéressant. Oui, ça me Daniel, semble- s'il vous plaît, attendez que Daniel Goldschmidt ait eu l'occasion de finir de vous répondre, s'il vous plaît. Mais c'est-à-dire, ce qu'il faudrait savoir, Daniel, c'est si vous voulez intervenir et donc dire quelque chose qui vous tient à cœur, ou si vous posez une question. Si vous posez une question, je vous réponds. Si vous voulez juste intervenir, vous intervenez. Mais il faut faire un Oui, choix. j'interviens. D'accord, alors intervenez. Donc je Voilà. me tais, je me tais. Alors, quand on fait, par exemple, des exercices de télesthésie, bon, ce sont des exercices qui sont très simples, mais on a travaillé avec les Américains, on a été à l'ambassade, on a travaillé avec les cosmonautes. On se rend compte que quand quelqu'un se met en accord temporel avec la personne qui est en face de lui, il n'y a plus de senti, mais un ressenti. Et le ressenti, c'est au-delà du verbe. C'est physiologique. Et c'est une dimension qui est beaucoup plus importante que la parole. Bon, Je me fais bien comprendre. oui. Apparemment, Et vous Daniel. avez la chance de pouvoir trouver le livre, La télesthésie, méthode d'entraînement à la télépathie, par D'accord. Henri Marcotte, aux presses de la Renaissance. C'est noté. Nous avions une avance sur tous les pays du monde, que ce soit la Russie, l'Amérique et tout. Et puis c'est les Américains qui ont repris l'Institut métapsychique. Mais il y avait des avances parce que on avait compris que le téléphone portable, c'est un instrument, ce n'est pas nous. Alors que la télesthésie, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Tu es, je suis. D'accord. Et on s'aperçoit à ce moment-là que quand une personne qui est schizophrène, on arrive à lui faire ressentir ce fait qu'elle est, je suis, on s'aperçoit que la schizophrénie disparaît. Sans médicaments, sans rien. D'accord. Et je peux vous dire, je suis avec une femme de 72 ans et elle en pleure de joie. Bah, en tout cas, Daniel, l'information est passée. On a noté les références donc, de M. Marcotte Ouais. Oui. pour son livre, rappelez Télesthésie. La télesthésie, Télesthésie. méthode d'entraînement à la télépathie par presse de la Renaissance. D'accord. Bah, merci beaucoup pour l'information, Merci Daniel. beaucoup. Ça sera à fouiller. D'accord. Et vous êtes quoi? Vous êtes psychiatre? Laurent, non. Non. Moi, je suis psychologue clinicien. Parce que quand vous passez devant un psychologue, il vous fait une tâche comme un nuage et il vous dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Ça s'appelle le test de Rorschach. Et à ce moment-là, il faut lui répondre « Qu'est-ce que vous voulez que je vois ?» D'accord. Merci beaucoup. Hein. Au revoir, Daniel. Bonne soirée. Hein. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons Agatha. Bonsoir, Agatha. Oui, voilà. Donc moi, je vous appelle en fait parce que depuis
hier, je me pose la question, si j'avais pas eu un état modifié sans être consciente. Et aujourd'hui, je tombe sur votre émission, donc je trouve ça vraiment synchronisé. Mais voilà, donc je ne sais pas si je peux les raconter comme ça. Si, comme ça. Voilà, parce que c'est ça, cette partie que j'entendais sur l'état modifié de conscience qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'arrive toujours pas à méditer, j'arrive pas à me mettre dans cet état. Mais c'est déjà, mes tentatives sont bonnes parce que je me repose beaucoup dedans. Donc, c'est déjà ça de gagner. Mais hier, j'étais accompagnée ma fille au cours de l'équitation, c'était le dernier. Et elle se débrouille pas mal quand même, mais ils ont fait avec un remplaçant du moniteur, donc les choses inhabituelles. Donc en fait c'est un cross, donc ils sont partis dans les terrains un petit peu avec les troncs d'arbres, les trous, les ravins et tout ça. Il fallait sauter, il fallait faire plein de choses. Donc elle a tout maîtrisé, mais à un moment donné elle était tellement fatiguée qu'elle est venue vers moi pour que je lui donne un peu d'eau dans la bouteille. Donc effectivement j'ai tendu l'eau et les chevals a pris peur. Donc après il s'est calmé, on a réessayé encore, et quand elle a eu la bouteille dans la main, il est parti et il est devenu fou. Bien sûr, tous les cours, je l'avais filmé un petit peu parce que c'était le dernier et ça se passait très bien, mais avant les cours, j'avais le sentiment qu'il se passerait des choses mal, quoi, que ce serait pas trop bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en étais convaincue. Et à un moment donné, donc je filmais, il y avait pas mal de choses avec l'appareil photo, donc je prenais les photos et je filmais aussi. Et à un moment donné, donc cette histoire d'eau, mon appareil, je l'avais remis, je l'avais rangé. Et quand je voyais que c'était déjà perdu, parce qu'elle va pas y arriver, le cheval n'arrivait pas à se calmer, donc il devenait vraiment fou, je savais très bien qu'elle tomberait, je me suis dit, autant de la filmer pour lui voir ça, faire voir ça après. Et je suis persuadée, je me rappelle très bien que j'ai pris l'appareil, j'ai mis en mode de caméra, et je regardais, je filmais, et je me suis dit même, ah, quelle mère je suis, elle est dans cette situation, et moi je filme. Mais je me dis, de toute façon, je peux pas l'aider, en moi, elle va avoir ce souvenir. Et voilà, et en rentrant, bien sûr, elle est bien tombée, mais heureusement, elle n'a rien eu de mal, mais elle a eu les souffles coupés complètement, donc elle était allongée pendant un moment, elle s'est relevée après, et en retour à la maison, on en a parlé et tout, et à un moment donné, elle me pose la question, mais maman, comment je suis tombée? Elle voulait savoir si c'était un vol plané, si elle était tombée sur les côtés, parce qu'elle ne se rappelait plus, bien sûr, c'était un choc. Et moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas. Et je commençais à me poser la question, je me suis dit, comment c'est possible? Je l'avais filmé, donc j'ai dû voir, parce que je la regardais. Et je n'avais pas de souvenirs. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, on va voir à la maison. Et on a branché l'appareil, et toute la séance est super bien faite, sauf cet épisode. Il n'y a rien. Il y a un peu, je sais pas comment j'ai tenu l'appareil, parce que c'est pendant, on entend le bruit, que c'est ces moments-là que je filme, mais je les filme pas du tout. L'appareil part dans tous les sens. Oui, je comprends. Et je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, si. Mais on va demander à Laurence qui comprend. Bah, je comprends, je comprends. En fait, la question d'Agatha, c'est de savoir si elle a été dans un état de conscience modifié, puisque, entre guillemets, on voit le côté culpabilisant, je suis une mauvaise mère, mais d'un côté très logique, je ne peux rien faire, donc je vais filmer, ça servira de témoignage ou pour après, comme si quelque part, intérieurement, elle savait que ça allait bien finir, si on peut dire ça comme ça, mais paradoxalement, alors qu'elle filme la scène, sa fille lui demande comment je suis tombée, elle ne le sait pas. D'un autre côté, en voyant la vidéo, la scène où elle est censée tomber ne figure pas sur la vidéo, elle filme autre chose où ça tremble. C'est bien ça, Agatha, hein? Ça tremble, oui, je suis aux arbres, mais vraiment haut, ou par terre. C'est ça, elle n'est pas focalisée sur ce qui se passe. Ouais, d'accord. Alors, je vais vous expliquer ce que je pense qui est arrivé, mais quand je dis que je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé, parce que j'ai l'habitude de ces phénomènes dans mon travail d'hypnothérapeute. Vous êtes rentré dans une transe parce que votre inconscient, votre esprit, hein, on peut dire inconscient, j'en ai un peu marre de ce mot-là, mais disons votre esprit vous a protégé.
Parce que ce qui est arrivé vous a saisi d'une telle manière que une partie de votre cerveau vous a fait rentrer dans une transe très rapide. C'est-à-dire vous êtes rentré vraiment dans un état modifié de conscience pour vous protéger de l'impact de ce qui aurait pu arriver. Parce que ce qui aurait pu arriver, ça aurait pu être dramatique aussi. Et n'oubliez pas, pensez souvent à vous-même comme étant habité par quelque chose de supérieur à vous. Ne serait-ce que parce que c'est une pensée consolante et que c'est vrai. Vous êtes vraiment habité par ce qu'on appelle un inconscient, mais au sens ericksonien du terme, c'est-à-dire une puissance interne qui vous protège en cas justement où ça se gâte. Et là, vous avez été protégé par vous-même parce que votre inconscient vous a placé dans une transe profonde dans laquelle vous étiez protégé de l'externe, c'est-à-dire que les images étaient filtrées, vous avez vu ce qui se passait, mais heureusement ça s'est bien terminé, hein, heureusement. Mais ça aurait pu mal se terminer. Mais étant dans une transe, votre corps est rentré également dans la transe, donc tout le corps est devenu extrêmement lourd, parce qu'on a ça dans les phénomènes d'hypnose, et vous ne pouviez même plus tenir la caméra. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la caméra est partie à droite, à gauche, parce que vos mains ne la tenaient plus, compte tenu de l'état de transe dans lequel vous étiez. Mais moi, je suis persuadée que je filme. Oui, mais parce que vous étiez dissocié, c'est-à-dire il y avait une partie de vous qui voyait la scène et qui pensait la filmer, et une autre partie de vous qui était protégée par l'inconscient et qui vous a fait rentrer en transe. Et l'état de transe est un état dissocié, c'est-à-dire il y a 2 mois. Seulement votre corps étant dans la transe, vos mains sont tombées par elles-mêmes, c'est-à-dire ne tenez plus la caméra et votre moi conscient pensait qu'il était en train de filmer, alors que votre partie inconsciente était en transe. Donc voilà, je ne sais pas si je m'exprime. Je pensais même à ça. Je pensais même moi-même à ça. Je me suis dit peut-être je me suis protégée. Mais je dis non, j'étais trop consciente. Je savais très bien que je filmais. Non, mais les gens pensent que la transe c'est un état d'inconscience. C'est pas vrai. C'est un état modifié de conscience, mais c'est un état où on est conscient. Sauf que vous pensiez que vous filmiez, mais en fait votre corps, lui, ne faisait plus rien. Il attendait. Il y avait une sorte d'attente en vous. Si la chose devenait dramatique et que vous deviez être protégé de l'impact pour pouvoir agir, en fait. C'est un peu comme dans un accident de voiture. Hein. Les gens qui ont eu un accident de voiture comprennent très bien ça. Ils sont dans un état modifié de conscience. Vous voyez un peu l'idée hein? Oui. Mais j'étais calme. Moi, je me souviens de moi. D'autant plus. J'avais pas peur, j'avais aucune angoisse. Parce que votre inconscient n'est pas dans l'angoisse, il n'est pas dans la peur, il est dans l'action. Et il vous a préparé à l'action éventuelle. Si votre fille était tombée gravement et tout, vos jambes vous auraient porté à une vitesse extraordinaire vers elle, et peut-être vous lui aurez sauvé la vie d'une façon ou d'une autre. Comme ces histoires où une mère de famille, un enfant qui est renversé par une voiture, la mère soulève littéralement la voiture. Qui pèse 2 tonnes. Il y a des choses qu'on n'a pas pu expliquer et qui sont reliées à cette autre partie de nous, que les psychologues, pour des raisons faciles, appellent l'inconscient, mais c'est pas plus inconscient, c'est pas inconscient, c'est autre. Et vous êtes rentré dans un état modifié parce que votre inconscient vous a préparé à une éventuelle action. Seulement, une autre partie de vous est restée en apparence consciente, c'est-à-dire que vous vous souveniez que vous aviez filmé, mais en fait vous filmiez plus du tout à ce moment-là. Vous voyez ? Il y a ce qu'on appelle une dissociation. Vous êtes dissocié. Quand elle m'a posé la question, déjà après, comment j'étais tombée, j'étais super étonnée que j'avais aucun souvenir. Comment elle est tombée. Et je ne sais pas jusqu'à maintenant comment elle est tombée. Oui, moi, alors, pas vu. Et en plus, vous avez été triplement protégé par vous-même, c'est-à-dire que votre inconscient a fini son travail en vous amnésiant. Et ça, on a ça aussi dans l'hypnose, c'est-à-dire que la personne qui revient d'hypnose où il y a eu un travail, est amnésiée. Laurent, tu te souviens, quand on a fait nos séances, il y avait une amnésie. On ne se souvient plus. Ah, oui. Mais pour moi, c'est clair ce qui s'est passé. Donc, je vous l'explique parce que je pense que c'est quelque chose que je connais. Oui, voilà. Tout à fait. Mais je me suis dit, ça tombe vachement bien parce que je revenais du travail, je vous ai écouté, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pour moi. Non, vous avez fait un moment d'hypnose, en fait. On pourrait dire ça, ou de transe. Enfin, vous êtes rentré dans un état modifié de conscience qui a duré très peu, mais qui vous a protégé éventuellement d'une catastrophe. C'est-à-dire, s'il y avait eu une catastrophe, vous auriez pu agir.
Alors que si vous n'aviez pas été dans cet état, si votre inconscient vous avait pas mis dans cet état, vous seriez et vous auriez pu faire une dépression après. Ah oui. Ouais, ça vous a protégé d'une éventuelle dépression. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Bah, écoutez, Alors remerciez-vous ce soir avant de vous endormir. Hein. D'accord. J'aimerais bien trouver ce moment un peu quand je le veux, quand je veux me mettre dedans. Ça, alors venez faire de l'hypnose, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre, et vous apprendrez à mettre en route ce moment-là de lui-même. Sans que ça arrive d'une façon subite, vous apprendrez à le faire quand vous voulez, où vous voulez. Ah oui, parce que pour moi, ça me semble hyper difficile. Non. C'est plus simple qu'on pense. Non, franchement. C'est facile alors. Bah, il faut que j'y aille. J'adore ça. De toute façon, je voulais faire peut-être un stage d'hypnose. Ouais. D'hypnose. Apprenez l'hypnose, vous comprendrez ce qui vous est arrivé. Ouais, j'aurais bien aimé. Et c'est une formidable possibilité que vous offre votre propre esprit. Et il faut l'utiliser parce que sinon ça laisse il y a une partie de vous qui fonctionne pas si vous ne l'utilisez pas fréquemment. Or là ça a fonctionné parce qu'il y avait urgence, si vous voulez. Ouais. Mais vous pouvez vous en servir pour bien d'autres choses que ça. Ah oui, mais j'étais furieuse quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de film. Je me suis dit, comment j'ai pu faire? Bon, Agatha, on va vous laisser parce qu'il y a d'autres appels. Hein. Oui, c'est super bonne soirée. Hein. Au revoir, Agatha. Nous accueillons Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir Laurent. Bonsoir Daniel. Bonsoir Nathalie. J'écoute souvent Laurent sur Ici et Maintenant. Vous avez raison, il est très bien. Tout à fait. Je suis maniaco-dépressive. Flûte. J'ai accepté la maladie depuis plusieurs années. Et bien écoutez, moi je suis très contente de mes médicaments. Hein, j'en fais même un petit peu la publicité. Dont des médicaments qui viennent des États-Unis, qui sont la Abilify et la Depakote. Oui, alors Abilify, c'est très très bien. C'est nouveau et c'est très très bien. Voilà, depuis quelques temps, 3 ans environ, je pense que l'on est en psychiatrie. Et puis donc, voilà, c'était pour dire à tous les gens qui m'écoutent qu'ils prennent bien leurs médicaments. C'est très important. Allô ? Oui, on vous écoute. Je ne veux pas vous interrompre. Donc on vous écoute. D'accord, c'est très important. Moi, j'étais sous lithium à l'époque. Et là, je suis partie en dépression parce que systématiquement, c'est trop lourd. Hein. J'avais 3 LP400 et je dormais jour et nuit. Alors là, je vivais plus. Vous êtes certaine du diagnostic de maniaco-dépression ? Oui, mais il y a des choses que je ne m'explique pas encore. Hein. Vous avez des épisodes maniaques ? Vous pouvez les repérer. En maniaque, en dépression. Je ne suis pas quelqu'un de dépressif. D'accord. Donc vous avez des épisodes de grande exaltation. Si vous voulez, c'est comme des troubles sensoriels. Oui, d'accord. Et donc... Oui, d'accord. Allô ? Nous accueillons Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir à tous les deux. Et merci pour cette émission. Moi, je voudrais vous dire 2 choses. D'abord, quand vous avez parlé des états mystiques élevés qui étaient à un cheveu de la folie, savez-vous qu'il y a un proverbe soufi qui dit que sur 3 hommes qui cherchent Dieu, un ne réussit pas, un devient fou et un trouve. Oui, c'est ça. Et ça confirme tout à fait ce que vous avez dit, quoi. Et une autre chose que je voulais vous dire, tout à l'heure, l'histoire de la dame m'a beaucoup interpellée. Parce que moi j'ai vécu un truc aussi que je voudrais vous raconter rapidement. J'ai subi une très très forte agression verbale, surprenante, complètement irraisonnée, illogique de la part de quelqu'un qui s'est mis à hurler tout d'un coup. Et je me suis retrouvée en état de choc, tout de suite. C'est-à-dire que je n'entendais plus ce que cette personne me disait. Ça passait, l'état de choc était là. Et ensuite, je me suis retrouvée dans un espèce d'état que je qualifie de pilote automatique. C'est-à-dire que je faisais ce que je devais faire, mais j'avais l'impression que c'était plus moi qui le faisais. Et j'étais comme insensibilisée. Donc c'est la même chose ? Oui. D'accord. C'est-à-dire, ce qu'on ne sait pas en temps normal, excusez-moi pour ma voix, hein, mais je commence à la perdre là. Non, mais je vous en prie. Ça doit être désagréable à écouter. Non, ça va. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que on n'est pas au courant vraiment, mais notre esprit
possèdent des systèmes de défense très importants. C'est expliqué d'ailleurs par un très grand psychologue et écrivain qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est assez connu. La résilience. La résilience. Mais au-delà de la résilience, qui est un phénomène pratiquement définitif, il y a des résiliences ponctuelles, c'est-à-dire que notre esprit construit une défense à partir du moment où il n'est pas trop pris de court. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'effet de surprise, si j'ose dire, ne soit pas trop important. Mais si, dans ce que vous décrivez, vous avez eu, je dirais que votre esprit et votre perception, vos sens ont eu le temps de s'habituer à l'agression. Vous vous êtes rendu compte que cette personne vous agressait d'une façon orale terrible, mais ça a été légèrement progressif, je vais dire. Et à ce moment-là, votre esprit a eu le temps de construire une défense qui a été de vous soustraire au problème et de l'amnésier. Vous seriez étonné de savoir combien il est facile, au fond, d'amnésier quelqu'un, par exemple par l'hypnose. C'est un des effets d'hypnose les plus simples à faire. Et les hypnotiseurs un peu qui veulent faire du spectacle, ça les amuse de montrer que quelqu'un oublie son nom. On peut faire oublier son nom. Mais là, la possibilité d'amnésie du cerveau est extraordinaire. Des fois, c'est pas définitif, mais dans votre cas, vos défenses ont joué parfaitement, c'est-à-dire que ça vous a soustrait à l'agression. Oui, mais... Et c'est ce qu'il y a de mieux. Et apparemment sans séquelles. Parce que... Si. Ah, il y a eu quand même des séquelles. Oui, parce que ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que après j'étais en pilote automatique. J'appelle ça en pilote automatique. Oui, je vois très bien. Je ne pouvais pas faire de grandes choses, mais je le faisais. Enfin, vous voyez, les trucs... Voilà. Mais c'était automatique. Il y avait une part de moi qui n'était pas dedans, qui ne pouvait pas être dedans. Et le lendemain, par contre, j'avais l'impression qu'on m'avait battu à mort. Là, oui, c'est ça. Vous avez eu le contre-coup. Mais enfin, bon, quand même, vous remercierez avant de vous coucher tout à l'heure votre inconscient. Non, mais je plaisante pas. Vous savez que c'est très important. C'est très important de remercier son inconscient de vous avoir protégé, parce que ça lui fait plaisir. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, moi je le fais maintenant, je remercie l'inconscient de Jacqueline pour l'avoir soustrait. Et vous allez sentir une espèce de joie à l'intérieur, parce que l'inconscient adore qu'on lui parle gentiment et qu'on le remercie. C'est vrai. Voilà. Mais ça m'a... ce truc de pilote automatique, en fait, moi j'appelle ça comme ça, parce que tout d'un coup, c'est autre chose qui prend le relais, on le sent très bien et qu'on n'est plus... c'est très étonnant comme état. Et c'est ça, cet état dissocié. Donc, c'est ce qu'on appelle une transe. Hein. Oui, d'accord. C'est une transe légère dans votre cas, mais dans le cas, par exemple, de la chamane dont Laurent parlait tout à l'heure, c'est une transe profonde. C'est-à-dire, elle était en train de se transformer en l'esprit du loup, mais une partie d'elle savait ce qui se passait. Donc, il y a une dissociation. Et là, vous avez vécu la même dissociation. D'accord. Et notre esprit a cette formidable possibilité de se dissocier. C'est magnifique, oui. Voilà. Et quand on sait l'utiliser, évidemment, ça vous met pas mal à l'abri de certaines choses. Oui, ça doit être très pratique, effectivement. Ouais. Ça vous met à l'abri des agressions, en tout cas. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci avec pour plaisir. cette émission. Au revoir, Jacqueline. Bonne soirée. Au revoir. 08 92 23 95 20, vos appels, vos questions à Daniel Goldschmidt, 08 92 23 95 20. Alors revenons justement sur le chamanisme. Ce qui est intéressant avec l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, c'est que cette dernière donc rentre en transe au son ou au chant, si on emploie les termes chamaniques, au chant du tambour. Et au bout du troisième coup d'ailleurs, ça a été fulgurant. La question qui pourrait se poser, on peut imaginer que cette personne a certainement assisté à des concerts, a eu l'occasion d'entendre des djembés frapper. Pourquoi est-ce que ce moment-là, spécifiquement, il y a cette bascule, ce dédoublement? C'est une question que je m'étais posée en écoutant l'autre chamane là, qui souvent passe sur Anne-Marie Kouchner. Anne-Marie Kouchner. Je lui avais même envoyé un mail, parce que ça m'avait interpellé par rapport à la technomusique. Parce que je me suis beaucoup occupé personnellement de cette musique de trance. Bah oui, parce qu'elle est très hypnotique. Et je lui disais, mais finalement, le tambour chamanique, c'est bien gentil, mais quand vous écoutez de la techno à 130 ou 140 décibels,
avec souvent, malheureusement d'ailleurs, très malheureusement, certaines substances dans le nez, comme prennent certaines personnes, certains jeunes qui vont dans les rêves parties, alors l'effet doit être monstrueux. Parce que c'est vrai, il y a des morceaux de techno qui sont extraordinaires au niveau du tambour. Et elle m'a répondu très, très gentiment d'ailleurs en disant qu'elle ne connaissait pas et qu'elle demandait qu'à connaître, etc. Mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, en fonction de ce que disait la chamane que tu as citée, Corinne Sombrun, je pense que en fait, ce qui se fait, c'est pas uniquement le son du tambour, c'est la connexion profonde qu'elle a mis en place avec l'autre chaman qui est là et je dirais le cadre qui est dressé. Et pourtant, elle était sceptique, hein. C'était pas du Oui, tout mais il y a un cadre. Le cadre est très important. D'ailleurs, dans toutes les le côté thérapies. initiatique ou rituel. Voilà. Donc, il y a une projection inconsciente de la personne vers ce son-là et pas un autre. Et même si ça n'a pas la force de la technomusique, parce que pour ceux qui sont allés en rêve party, ils ont vu ce que c'était le tambour de la techno. C'est un tambour extrêmement puissant, extrêmement fort, mais il est moins codifié. Et aucun DJ ne dit je suis en train de vous mettre en transe. Il n'utilise pas. Or, c'est très important de dresser un cadre au départ pour que l'effet se produise. Pour que l'effet de transe se produise, il faut qu'il y ait un cadre. Et en fait, je crois que justement dans la technomusique, ce que j'ai toujours déploré, c'est l'absence de message derrière. Ce n'est pas dit, il y a un non-dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en transe à l'écoute de cette musique. Surtout, il y a les lasers, la lumière. Il y a le cadre. Il y a le cadre. Mais ce n'est pas un cadre qui est orienté vers une ouverture de conscience. Ouais, c'est un cadre plus pour ouais. S'amuser, si on peut dire ça comme ça, ou s'évader. Ça. Alors qu'il y en a qui, effectivement, à travers cette musique, rentrent dans une transe qui pourrait les ouvrir éventuellement. Mais ils ne sont pas guidés. Alors que dans son cas, Corinne, elle est guidée par l'autre chaman qui l'accueille. Et à mon avis, il y a une rencontre des inconscients. C'est ça qui agit. Et le tambour est une sorte, comme disait, je ne sais plus quel psychanalyste qui parlait d'objets transactionnels. Comme un pont. Comme un pont. Un pont entre deux univers. Mais il s'est codifié au départ. C'est-à-dire, elle a l'explication, elle a le mode d'emploi. Donc au premier coup, deuxième coup. On fait la même chose en hypnose quand on dit à la personne, je vais compter jusqu'à 10, et à 10, vous allez rentrer en transe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'inconscient de la personne écoute le code. Il dit, bon, alors je suis le décompte. Et il met la personne en transe. Exactement de la même manière que les personnes qui ont intervenu aujourd'hui, ce soir, ils étaient dans un environnement particulier et leur inconscient a jugé qu'il fallait les soustraire d'une façon ou d'une autre, les amnésier ou changer la perception. Et ben c'est de la même façon, quand on annonce le code de base, l'inconscient sait comment il doit se comporter. Alors parce que Kouchner, elle m'avait fait une réponse mi-figue, mi-raisin, du genre, vous avez qu'à m'initier, quoi, genre, bon. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui avais eu tort, en fait, de lui envoyer ce mail, parce que je voulais frimer un peu avec la techno. Parce que quand j'écoutais le petit tambour, machin, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs de techno qui sont tellement énormes et tellement puissants qu'on se dit que j'ai ce petit... Mais c'est pas pareil, parce que et je crois que le grand problème de la techno, c'est pour ça que moi j'ai un petit peu abandonné la trance et tout ça, parce que le code n'est pas donné. Il est sous-entendu, mais il n'est pas donné. Pourquoi? Parce que les DJ ne savent même pas ce qu'ils font, en fait, c'est intuitif. Ils veulent mettre les gens en transe, mais ils n'ont jamais entendu parler de transe, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas l'initiation, en fait. Et c'est dommage, parce que imaginons une rave party qui serait faite sans substance, parce qu'on n'en a pas besoin à ce moment-là, avec les données que connaissent les chamans, alors on arriverait à quelque chose de formidable. On va accueillir Isaac. Isaac, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Déjà, je remercie Laurent, parce que je vous écoute tous les jours. Une émission de 17h jusqu'à 19h, séance spirituelle. Vous m'avez ouvert les yeux énormément, et ça, je remercie tout ça. Donc, je vous explique mon cas. Donc, moi, je pratique une voie spirituelle. Donc, j'ai un grand maître en Inde, je fais la méditation. Et un jour, j'étais en train de réciter un mantra
chez moi, dans toute la journée, donc je récitais, et en sortant de chez moi, j'ai aperçu une vision en face de moi, un grand maître qui est mort, qui s'appelle Guru Azur Baba. Et quand je l'ai vu, j'étais comme si j'étais un roi. Je marchais, mais c'est comme si j'étais quelqu'un de très haut, un roi. Et ça m'a gardé, presque toute ma vie, ça m'a gardé, et j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire quand je suis pas moi-même, automatiquement l'image arrive dans mon esprit. Et je voudrais savoir, ça signifie quoi pour moi? C'est ça que je veux savoir. Je comprends pas. Là, Allô? tu poses. Oui, j'entends bien la question, Isaac. Et moi, je sais pas quoi te répondre. Je n'en ai aucune idée. D'accord. Et Daniel, Bah, je pense que Isaac a eu une sorte de vision, en fait. On peut appeler ça une vision, Mhm. qui a été formée par une partie de lui-même, une partie de son esprit, que D'accord. ça correspond à un symbole. On D'accord. pourrait parler d'un archétype, si on était jungien, et que cet archétype du roi Oui. correspond à quelque chose. Chez Jung, par exemple, le roi a une signification. Il faudrait regarder également dans le tarot et dans un certain nombre de choses un peu comme ça pour savoir quelle est la symbolique du roi. Il est possible que le roi représente votre propre inconscient et qu'il y ait quelque chose de royal quelque part en vous. Mais il est possible aussi que le roi soit un symbole de quelque chose. Et de quoi, là, effectivement, je suis comme Laurent, là, après, il faudrait qu'on se rende compte... Enfin, Mais bon, le problème, c'est que par exemple, moi je travaille la nuit, et quand je travaille trop, c'est comme si il revient dans mon esprit, et il me dit non, reviens comme tu étais avant. Et quand je reviens comme je suis, comme à mon être à moi, là je me sens mais je me sens tellement bien à l'intérieur de moi, et les gens me regardent, et beaucoup de gens me disent mais ton visage, et je dis bah bon, rien. alors ce qui est important, c'est que c'est positif. Donc, ne changez rien. Maintenant, l'explication profonde, je pourrais pas vous la donner, pour être honnête, ni Laurent, je crois, mais il y a quelque chose au niveau de la symbolique du roi qu'il faudrait fouiller un peu. D'accord. Ouais. Mais même si je suis d'origine musulmane, cette chose qui est à l'intérieur de moi, comment je vais l'expliquer, même en méditant, quand je reste toute la journée à la maison, en méditant et en restant des mantras, c'est quand je sors, j'aperçois mais beaucoup de choses autour de moi. Oui, parce La que tristesse des gens, oui, la joie des gens. oui, parce que vous devenez très sensible de l'environnement, parce que votre perception s'est affinée. intuition. Voilà, intuition, perception, oui, c'est normal ça. Ça Donc me c'est semble, normal. ça me semble tant que c'est positif, ça va. Oui. Franchement, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que le fait de méditer et de réciter tout le temps des mantras, ça va me jouer des tours, ou est-ce que ça va en contraire, ça va m'aider à vraiment à m'élever à l'intérieur de moi-même? Je dirais que qui trop embrasse mal étreint, c'est que lorsque les choses sont trop extrêmes, il y a toujours quelque part une ligne à pas dépasser. D'accord. Mais tout ce qui est à base mystique, à mon sens, ne peut pas être négatif. Il y a D'accord. des gens aux Indes, effectivement, qui méditent pendant des journées entières, et à ma connaissance, ça ne les rend pas... Mais c'est vrai qu'il faut sentir vos propres limites. Il ne faut pas se couper de la réalité du Non, monde. voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait, c'est ça. Voilà. Et c'est tout à... Mais si vous le faites d'une façon à droite et en étant toujours en contact avec les autres et avec vous-même, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Hein? Mais c'est tellement beau cette chose qui est à l'intérieur de nous. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, je dis divinité ou spiritualité, ou peu importe le terme qu'on doit prononcer. Mais j'en suis sûr que dans ce monde où on vit, on a besoin des autres. Ah bah oui. On a besoin des autres, parce que j'ai eu trop de choses. J'ai rencontré des gens mais formidables, mais vraiment formidables, qui m'ont appris des choses, et ça m'a avancé dans ma vie énormément. Je vous raconte une anecdote tout simple. J'étais dans le métro à Paris, et il y avait un SDF qui me regardait, qui n'arrêtait pas de me regarder, je le regardais, et il m'a fait un sourire, j'ai fait un sourire,
Et il est venu vers moi, il m'a dit, tout simplement, il m'a dit, tu as quelque chose à faire ici. Je le regarde, je dis, comment ça? Il dit, oui, tu sais déjà, tu as quelque chose à faire. Et je sais pas, je suis resté à côté de lui, je parlais avec lui. Et il me parlait, et on parlait du tout, de la vie. Et je suis reparti. Et ça m'a travaillé dans mon esprit. C'était... Et les gens me regardaient. Ils disaient, mais comment... je sentais que les gens me regardaient, ils me disaient, mais... Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, près de ce monsieur, tout dégueulasse, avec une odeur insupportable? Non, j'ai carrément oublié l'odeur, j'ai carrément oublié... j'ai pensé tout de suite à un homme comme moi, comme tout le monde. Voilà. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai eu cet état-là. Parce que vous avez senti le réel. Vous étiez en communication avec la vraie, la chose vraie, la réalité. Vous ne mettiez pas de filtre. Et vous ne symbolisiez pas à l'extrême l'état de cet homme, qui est un homme, comme vous. D'accord, ouais, c'est ça. Je vous félicite, c'est bien. D'accord. Bonne soirée, Isaac. Bah écoutez, monsieur Laurent, je vous remercie énormément. Vous êtes quelqu'un de très très bien. Parce que je vous écoute tous les soirs. Et ça, vous m'avez ouvert vraiment les yeux. Et ça, je remercie énormément. Je vous confirme qu'il est très bien. Oui, non, mais ça, je m'en doute pas. Et surtout, c'est quand il a lu un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Ça m'a énormément touché. D'accord. Voilà. Tant mieux si ça a servi. Merci Bonne beaucoup. Bonne soirée, au revoir, Isaac. Au revoir. Nathalie, bonsoir. Oui, rebonsoir. Oui, on t'avait perdu. Oui. Oui, je me permettais de dire à Daniel qu'il y a des choses quand même que je ne me suis pas expliquées. Si vous voulez, ça a commencé en 95 et j'ai une perception. Alors moi, j'étais athée et j'ai une perception que Dieu existait. Mais bon, je ne fais pas de religion, je ne suis pas ancrée dans la religion. Et je me suis retrouvée coincée dans ma baignoire, tout le côté gauche. Le médecin est arrivé, il a pris ma tension, je me suis retrouvée en psychiatrie avec 2 piqûres dans les fesses. Et depuis, bon, ça fait 16 ans que je fais de la psychiatrie. Et donc, comme je vous expliquais, j'étais sous lithium au départ, un médicament qui ne me convenait pas. Donc, je l'arrêtais continuellement. Et donc, je partais au départ, j'ai réussi à calmer par exemple une maman qui était avec son enfant, qui était en état d'énervement. Mais quand j'étais en état de stress, je m'apercevais que tout le monde autour de moi était stressé. Et il y a des choses que j'arrive pas à m'expliquer. Un jour, j'ai fait voir à mon psychiatre, il y a 3 ans, ça fait 3 ans que je n'ai pas été hospitalisée, le livre d'Edgar Toller, j'espère ne pas me tromper. Eckhart Tolle. Oui, tout à fait, Laurent. Le moment présent. Et depuis, je tâche de vivre au moment présent, ici, maintenant. Je dis toujours, dans une heure, je ne sais point, et demain est un autre jour. Et je dois rencontrer quelqu'un, là. Je n'arrête pas mes médicaments, bien sûr. Je ne veux pas prendre de risques. Mais je dois rencontrer quelqu'un qui est passé sur la radio il y a environ 2 jours. Donc je pense que c'est quelqu'un qui travaille les énergies quand même, parce que je sais, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très réceptive. Et j'ai toujours des problèmes du côté gauche. Et j'espère au moins qu'elle va me soigner ce côté gauche qui est un petit peu mon côté féminin, qui est un peu abîmé. Parce qu'on soigne peut-être le mental, mais on ne soigne pas le physique avec... après, il faut aller voir des podologues, il faut aller voir des kinés, il faut aller voir tout un système. Et puis, le système, vous savez, je suis en allocation d'adulte handicapé. Donc, on a les 100%. Après, on nous dit, vous voyez... excusez-moi, Nathalie. Qu'est-ce que vous avez? Nathalie, excusez-moi. Bon, oui. Pour rester dans la thématique, Oui. et j'entends bien de votre témoignage, ce qui m'intéresserait, c'est de prime abord... lors de votre première expérience mystique, pour le coup, et ça rejoint ce que Daniel disait quant à la manière dont on peut approcher dans le côté psychotique ou la psychose, cette comment est-ce qu'on pourrait dire ça, Daniel, cette extase que vous avez eue, à savoir, vous étiez athée et vous vous êtes retrouvé. Comment est-ce que vous expliqueriez cette extase mystique? Suite à quoi?
Qu'est-ce qui s'est Je passé? sais pas, j'ai une perception au niveau de mon... Une perception, je me suis mise à parler de Dieu constamment. Alors on m'a demandé si j'avais vu quelque chose. Je n'ai rien vu. Alors- Je me suis mise à parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Et j'ai eu l'impression de le percevoir plus intérieurement. Comment vous expliquer ça? C'est très compliqué à dire. Mais j'ai pas eu de vision. Je n'ai eu aucune vision. Une certitude intérieure? Oui, mais j'ai pas eu de vision à l'époque. Après, bon, bien sûr, la dernière hospitalisation de 3 ans, j'ai eu des différentes visions, mais qui étaient incohérentes à mon sujet, parce que j'ai vu une fois un médium qui m'a raconté ma vie sans me faire payer, et qui m'a fait très peur. Il m'a dit, regarde cette voiture, c'est les 9 à l'envers, c'est le diable. Et j'avoue qu'il m'a fait très très peur. Ah, il était beaucoup plus malade Mais bon, que vous. moi je pense que ce sont des croyances, chacun ses croyances, et on m'a rassuré par rapport à ça, parce que effectivement, ça m'avait fait tellement peur qu'on m'a quand même rassuré par rapport à ça. Donc vous n'avez pas d'explication au jour Non, d'aujourd'hui j'ai pas à d'explication. donner sur le fait que vous étiez non-croyante, athée, Oui. et que du jour Oui. au lendemain, vous vous mettiez à parler de Dieu comme ça, Oui, de Dieu. avec la certitude d'avoir ressenti, puisqu'il ne s'agit pas de voir, mais d'avoir ressenti intérieurement ce que pouvait être Dieu, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'arrive pas à me le comprendre, à me le comprendre moi-même, quoi. Il y a des choses que j'arrive pas à m'expliquer. Et C'est vous comme avez, un passage- vous avez ressenti ça après? Mm. Ou ça a été qu'une seule fois? Une seule fois. Une seule fois, d'accord. Et puis, autre chose, à un passage de mes 42 ans, j'étais en dépression, parce que bon, je vais vous le dire, bon, c'est pas très joyeux, mais j'avais perdu ma mère à cet âge-là, et est-ce que je me suis, je sais pas, j'ai dit peut-être que je vivrai pas au-delà des 42, et j'étais en dépression. Et la veille de mon anniversaire, on a mis une feu dans mon immeuble. Et ça m'a foutu, alors là, vraiment, on a eu beaucoup de chance, hein. Il y a eu quelques dégâts, mais il n'y a pas eu de blessés, rien du tout, heureusement. Mais ça aussi, je me suis dit, peut-être que, sans le vouloir, j'ai fait en sorte que quelqu'un autour de moi, ou l'a pressenti, et puis a voulu me faire du mal, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, Nathalie. En tout cas, merci pour votre témoignage. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir.